Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission qui ne sera pas une émission politique puisque nous sommes encore dans le cadre de cette pandémie et le recteur, je vous l'avais annoncé d'ailleurs la semaine dernière, le recteur est sur ce plateau. Avec lui, nous ferons un petit tour de la situation et puis bien sûr, vous aurez à lui poser des questions en deuxième partie d'émission. Monsieur le recteur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est un plaisir. Voilà donc, nous sommes actuellement à la deuxième phase, on va dire, du déconfinement. Mais avant, j'aimerais faire un petit tour d'horizon avec vous sur on va dire, ce virus qui nous a atteint et je dirais sans qu'on ne puisse s'y attendre et certainement sans qu'on ne puisse se préparer convenablement. Vous avez eu à faire face à une situation, on va dire, assez difficile. Donc, comment ça s'est passé, cette phase de confinement? Alors, des élèves étaient bien sûr en classe en présentiel. Alors, comment ça s'est passé? Faites-nous un petit tour d'horizon concernant cette situation, pour le moins, je vais dire, compliquée et difficile, tant pour l'éducation nationale, mais aussi pour les parents. Oui, vous avez raison. Devant une telle crise sanitaire, les meilleures préparations possibles sont toujours insuffisantes. Dès que nous avons appris que la décision devait être prise par le président de la République de fermer les écoles, nous avons consacré, je me souviens très bien de ce dernier vendredi, avant le fameux 16 mars, et j'ai mobilisé toutes les équipes. Je dois dire que la réactivité était vraiment exemplaire de la part des enseignants, des directeurs d'école, des proviseurs, des principaux pour justement préparer cette période de confinement. Et on ne savait pas pour combien de temps, parce qu'on avait une incertitude sur la durée, mais on savait très bien que ça allait être très difficile. Donc la journée du vendredi a été consacrée par les professeurs à donner des devoirs pour les élèves, à planifier le travail à domicile pendant les 2 premières semaines, et donc voilà comment nous sommes partis sans savoir pour combien de temps. Ensuite, la mobilisation, encore une fois, était formidable parce que la continuité pédagogique a été mise très rapidement en place. Elle s'est appuyée essentiellement sur le numérique, mais pas que le numérique. Les réseaux sociaux ont fonctionné. Vous savez qu'en Guadeloupe, WhatsApp, pour ne pas citer, est très utilisé. Donc beaucoup de avec professeurs... des informations, mais aussi des contre-informations, on va le dire. Absolument, mais là, en l'occurrence, c'est simplement la constitution de la classe sous forme de réseau pour chaque professeur avec ses élèves. Donc la connexion était très facile, très rapide, et donc des échanges avec les élèves. Vous savez aussi que nous avons des outils du type Pronote en ce qui concerne les établissements scolaires. C'est très utilisé, à la fois pour les élèves mais aussi pour les parents. Mais il y a eu l'environnement numérique du travail qui a été très utilisé pendant cette période. Et enfin, donc avec le CNED, il y a eu des classes virtuelles organisées par nos professeurs, ce qui permettait d'avoir la classe reconstituée à distance, en virtuel, des plateformes aussi qui ont été utilisées sur le CNED, d'enseignement, de cours, de ressources pédagogiques, de ressources culturelles. Et enfin, nous avons établi des collaborations avec des partenaires de l'audiovisuel. Donc il y a eu des radios locales, une radio amateur, 2 radios professionnelles qui ont accepté de diffuser des cours pour les élèves. Et enfin, dernier dispositif que nous avons mis en place, c'est celui de la Poste. Parce que vous savez qu'on a un certain nombre d'élèves, malheureusement, qui sont dans une situation précaire en termes numériques, et donc ils n'accédaient pas à Internet. Et donc nous avons travaillé avec la Poste pour que des professeurs puissent envoyer leurs cours par voie numérique, la Poste imprimer les cours et les acheminer vers les élèves. Est-ce qu'on peut dire en termes de délai, c'était peut-être pas compliqué? Tout était compliqué.
je peux vous dire franchement que tout était difficile et compliqué, mais la volonté des uns et des autres a fait en sorte que aucun élève, ou presque, ne soit mis à l'écart. D'ailleurs, il y a eu aussi vis-à-vis de ces élèves en rupture, en précarité numérique, parce que soit ils n'ont pas malheureusement de matériel informatique, ou ils n'ont pas de connexion Internet pour des raisons sociales. J'ai sollicité les collectivités, la région, le département, les communes qui ont joué le jeu, qui ont accepté de prêter des tablettes à ces élèves. Et puis je remercie aussi Orange qui a joué le jeu également d'offrir des connexions Internet gratuitement à ces élèves. Et voilà comment nous avons essayé de faire en sorte de toucher le maximum de nos élèves, malgré tous ces efforts, malgré vraiment l'investissement exemplaire de nos enseignants. Malheureusement, un certain nombre d'élèves, parce que la situation a duré trop longtemps, sont sortis des radars et on les a perdus. Alors lorsque vous dites on les a perdus, ça veut dire quoi? Plus de connexion, ni par les chefs d'établissement, ni par les directeurs, ni par les professeurs. On n'a plus de nouvelles. Que va-t-il se passer pour ces élèves? Justement, c'est pour cela que nous avons souhaité le retour la réouverture des écoles, des collèges et des lycées. Parce que ces élèves-là, vous savez, c'est pas particulier à la Guadeloupe. C'est au niveau national, on a observé la même chose. Ce sont des élèves en décrochage scolaire, essentiellement des élèves de milieux défavorisés, donc tout ce qui est zone éducation prioritaire, et aussi des élèves des lycées professionnels. Pour vous donner un chiffre, la moyenne au niveau national est de 5%. Chez nous, on est à 15% d'élèves que nous avons perdus, qui sont sortis des radars. Sortis carrément. Dont on n'a plus de nouvelles, qui ne répondent pas au téléphone, qui ne répondent pas aux messageries. Les parents, quand on les contacte, ne répondent pas. Ils sont 12 000, parce que quand on dit 15%, il faut vraiment visualiser ce que ça veut dire. Ça veut dire 12 000 élèves potentiellement décrocheurs, parce que peut-être que nous avons encore la possibilité de pouvoir les récupérer. De toute façon, vous avez identifié ces élèves. Bien sûr, oui, les chefs d'établissement, les directeurs d'école, il y en a à la fois à l'école élémentaire, au collège et au lycée. Principalement, encore une fois, au lycée professionnel. À l'école élémentaire, il y a encore les parents qui sont garants, je vais dire, du suivi de leurs enfants, et même au collège et aussi au lycée, je serais tentée de dire. Oui, mais malheureusement, tous les parents n'ont pas les moyens de pouvoir suivre les enfants, de pouvoir assurer, même ceux qui ont les moyens, finalement, ils se sont aperçus que enseigner est un métier, la pédagogie est un métier, donc rien ne remplace, bien évidemment, le présentiel avec un professeur. Il n'y a que ceux qui ont oublié ce que c'est l'école qui peuvent imaginer qu'on peut se passer du présentiel. Alors, quel est le retour qui a été fait par les enseignants? Alors, que disent-ils de manière globale? Alors, dans un premier temps, il y a eu beaucoup d'assiduité. C'est-à-dire que comme on était dans un contexte où on ne savait pas où aller, on était confinés, ça veut dire que les gens ne sortaient pas. Donc il y a eu de l'assiduité à la fois de la part des enseignants et de la part des élèves. Donc les rendez-vous ont été pris et respectés. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres de connexion sur la plateforme du CNED, le centre d'enseignement à distance, il est resté pratiquement constant pendant toute cette période. Maintenant, malheureusement, il commence à décliner, c'est-à-dire qu'on avait jusqu'à 17 000 connexions par jour sur les plateformes du CNED. 17 000, c'est pas négligeable. Ça ne représente pas la totalité des élèves, bien évidemment, mais par jour, c'est remarquable. Nous avons eu 1 millier de classes virtuelles organisées par jour dans notre académie. Et j'ai même noté qu'il y a des classes qui étaient organisées le samedi et dimanche. Donc on avait une forte mobilisation de nos professeurs. Elle n'est pas homogène, elle n'est pas la même pour tous les professeurs. Je ne peux pas dire que tous les professeurs étaient mobilisés parce que malheureusement certains ne maîtrisent pas l'outil numérique, n'ont pas été formés. D'ailleurs, pendant les vacances de Pâques, nous avons mis en place une formation à l'outil numérique pour aider les professeurs et il y a eu des volontaires qui voulaient apprendre. Et donc ça relativement bien fonctionné, mais encore une fois, certains élèves ne se connectaient pas, ne répondaient pas. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait aussi des absences des enseignants qui, eux aussi, étaient, entre guillemets, décrocheurs?
Alors, à croire un certain nombre de lettres que j'ai reçues, de messages que j'ai reçus de la part de parents mécontents, oui, il y en a. Il y en a aussi. Et c'était dû à quoi ? Je pense que ce contexte anxiogène était difficile pour tout le monde. Il fallait accompagner les élèves, mais pour certains, il fallait aussi accompagner leurs enfants. Il y en a qui n'ont pas peut-être su faire face à cette situation. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons mis en place une cellule d'écoute pour accompagner le personnel de toutes sortes. Mais parmi les coups de téléphone que nous avons reçus, il y a eu aussi des personnels enseignants qui se posaient des questions, qui s'interrogeaient, qui étaient angoissés, qui ne voyaient pas... Qui avaient peur en clair. Et c'est normal, Il y avait des professeurs, des personnels, comme le reste de la population, qui avaient peur devant un virus dont on a vu les dégâts dans d'autres pays, en métropole. Heureusement, un peu moins chez nous, en Guadeloupe. Mais oui, bien sûr, tout le monde a eu peur, et c'est légitime. Alors, beaucoup se sont dit, est-ce qu'on pourrait continuer comme ça? Parce qu'il y a eu aussi des retours en disant que vraiment l'enseignement à distance a porté aussi pour certains ses fruits, je dirais heureusement, et que c'était peut-être une piste à creuser pour l'avenir. Alors, nous y reviendrons d'ici quelques instants. Alors, passé cette période de confinement, il y a eu la première phase de déconfinement, et avant ce déconfinement, il y a eu beaucoup de questions qui se posaient de la part des parents, mais aussi des étudiants. Alors, est-ce qu'il faut retourner à l'école ? Est-ce qu'il faut que les enfants aillent à l'école? Alors, beaucoup de parents étaient sceptiques sur la chose, et je dirais même, concernant les écoles primaires, beaucoup de maires de communes étaient aussi réticents sur le fait que les enfants devaient retourner à l'école. Et vous avez vu un petit peu ce que ça a donné. Très peu de maires ont été d'accord pour, en tout cas, mettre ces écoles à disposition. Alors, est-ce que vous comprenez un petit peu ce qui s'est passé juste avant cette première phase de déconfinement? Est-ce que vous pouvez comprendre la réticence des élus? Est-ce que vous pouvez comprendre aussi le questionnement et la méfiance des parents? Bien sûr. Juste rapidement, avant de passer à la deuxième partie de votre question, effectivement, cette période de confinement nous a donné des enseignements assez intéressants. Ce système a bien fonctionné pour certains élèves. Des élèves qui ont une autonomie de fonctionnement, qui ont le matériel informatique, qui sont sur des zones où il n'y a pas de rupture numérique, donc pas des zones blanches, qui ont des parents qui ont supervisé leur travail, qui sont restés en contact avec des profs. Eux, je pense que ça a été bénéfique pour eux. Ce sont ceux déjà qui sont classés parmi les bons élèves. Absolument. Et malheureusement, pour les autres, la chose est différente. Encore une fois, certains élèves ont décroché totalement parce qu'ils n'ont pas tous les moyens, tous les codes pour pouvoir suivre. Il y a eu deux phases après le déconfinement. D'abord, la première phase du 11 mai. Oui. Effectivement, il était très difficile de demander à la population, le jour où on sort du confinement, les élèves retournent en classe. J'avoue que c'est un peu compliqué à comprendre après un discours anxiogène, avec raison. Qui s'est voulu rassurant par la suite. Donc, oui, mais il fallait faire la part des choses. Mais parce qu'on était devant l'inconnu. Il était normal de faire prendre conscience à la population que le virus est dangereux. Donc ce discours-là, il a fait ses effets, il a marché, parce que le confinement a marché. En France, comme ailleurs, et en Guadeloupe. Et en Guadeloupe, encore plus parce que le système sanitaire étant ce qu'il est, il était normal de prendre toutes les précautions pour ne pas avoir une situation difficile à gérer. Donc le confinement a été respecté par la population. Nous avons tous eu peur. J'ai eu peur pour mes enfants, j'ai eu peur pour ma famille, donc je ne vais pas reprocher aux autres d'avoir peur. Mais quand on est dirigeant, quand on est responsable, la peur, il faut aussi la gérer.
en tant que responsable, il faut aussi savoir gérer et communiquer avec la population. Donc le 11 mai, le gouvernement a fait le choix de déléguer au local, au niveau des académies, au niveau des communes, le dialogue avec les maires pour pouvoir ouvrir ou pas. C'est ce qui s'est passé ici en Guadeloupe. Les maires qui ont souhaité ouvrir, ils ont pu ouvrir, et ceux qui n'ont pas souhaité ouvrir, ils n'ont pas ouvert. Avez-vous rencontré ces maires? Est-ce que vous avez eu à essayer de les convaincre sur la... Je dois vous avouer que il y en avait plus de la moitié qui avaient l'intention d'ouvrir. Que s'est-il passé par la suite? Peut-être qu'ils pourront vous répondre. Je ne sais pas. Plus de la moitié qui étaient vraiment décidé à... Moi, j'ai eu un échange avec le président de l'association des maires qui, avant le 11, avait fait une réunion où avaient participé 25 maires et il m'avait affirmé qu'il y avait 17 qui étaient favorables à la réouverture des écoles. Entre-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé et ensuite, j'ai vu qu'il y avait une très grande majorité des maires qui ne souhaitaient pas ouvrir, sauf 3, 2 qui ont ouvert et un qui a eu des difficultés avec de l'eau, des coupures d'eau, donc il n'a pas pu ouvrir. Donc le maire de Goyave, le maire de Petit-Bourg sont allés jusqu'au bout de leur décision. Ça, c'est la première phase. Je comprends l'attitude des maires, donc je ne la critique pas. Je suis c'est vrai que sur ce plateau même, les maires ont dit nous n'avons pas eu les garanties suffisantes pour que nous puissions ouvrir les écoles. Alors, pas d'eau au niveau des masques. Il n'y en avait pas suffisamment. Et puis, je dirais, le cahier des charges, entre guillemets, était tellement lourd que les maires n'ont pas voulu prendre cette responsabilité. Je comprends parfaitement. Mais c'est le prix de la sécurité de nos élèves, de nos personnels. C'était la mise en place d'un protocole strict, exigeant. Donc, quand on dit non, on n'avait pas les éléments, effectivement, ils sont arrivés au fur et à mesure. C'est vrai, vous avez raison, ce protocole sanitaire est exigeant, strict. Alors, il y a une 60aine de pages, mais il ne faut pas avoir peur des pages, parce qu'en fait, il y avait quand même des détails sur lesquels il fallait vraiment préciser un certain nombre de choses. Peut-être que ces détails ont eu à faire peur. Peut-être. Oui, mais à ce moment-là, tout peut faire peur. Si on commence à avoir peur d'un document de 60 pages, je pense que là, bon, non, c'était des directives très strictes, c'était des fiches techniques pour aider le décideur à prendre sa responsabilité. Quand on parle de responsabilité engagée des maires, elle n'est pas engagée dans l'absolu, il y avait un protocole sanitaire. Je disais aux maires, il suffit simplement... on avait 2 indicateurs quand même. On est en zone verte, donc il y a déjà un engagement de l'État qui indique que la circulation du virus est limitée sur le territoire. Et la deuxième chose, il y a un protocole sanitaire exigeant. Le maire a le devoir simplement de s'assurer que ce document est bien respecté, ce protocole sanitaire est mis en place. S'il est mis en place, il n'y a plus aucun risque. Le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait peur. Oui, mais quand vous savez, on est dans une ère d'incertitude. L'incertitude fait partie du fondement, c'est même le fondement de la physique moderne. Donc forcément, s'il fallait absolument être certain à 100%, on peut toujours attendre. Mais il y a des moments où il faut évaluer le risque. Il faut évaluer cette incertitude et savoir comment on peut avancer. Parce que quand on dit on va ouvrir au mois de septembre, mais là, c'est plus, on prend un risque où on est dans l'incertitude totale. Parce que personne ne peut savoir ce qui va se passer au mois de septembre. Personne. À part peut-être Madame Soleil, mais soyons raisonnables. Comment reporter au mois de septembre ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Alors les maires ont dit, nous aurons plus de temps, nous pourrons mettre en place ce qu'il faut, nous serons prêts à ce moment-là. Mais aujourd'hui, nous ne le sommes pas à ouvrir les écoles dans des conditions. Pour les communes où il n'y a pas d'eau, ça posait aussi un problème. Alors oui, non, mais ça, je l'ai dit.
les communes où il n'y a pas d'eau, il ne peut pas y avoir d'ouverture. Mais heureusement qu'il n'y a pas des coupures d'eau sur tout le territoire. On les connaît, les endroits où il n'y a pas d'eau. La preuve, c'est que nous avons ouvert tous les collèges avec le département, sauf 9 collèges où il n'y a pas d'eau. Donc c'est la preuve que nous appliquons le protocole sanitaire. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'ouverture de collège. Pareil pour les écoles. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'ouverture des écoles. Mais certains maires ont fait le choix, sans regarder dans le détail les possibilités de réouverture. Ils ont changé d'avis, je vous dis, en un week-end. Ils ont décidé de ne pas ouvrir. Je salue les 2 maires qui ont pris cette décision. Ils ont été critiqués. Sauf qu'aujourd'hui, le climat a changé. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus dans l'état d'esprit du 11 mai où on demandait l'avis des maires. À partir d'aujourd'hui, normalement, toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées dans les zones vertes doivent ouvrir. Et je peux vous assurer, j'ai envoyé un courrier hier aux maires pour les informer, et dès demain, ils vont recevoir un courrier co-signé avec le préfet, parce que ce n'est plus une option, c'est une obligation. Donc ils seront c'est une obligés. Obligation. Par contre, les parents, ah oui, ils seront obligés, parce que sinon, ça sera réglé au niveau du tribunal administratif. C'est valable pour la Guadeloupe comme pour le reste de la France. Par contre, les parents auront toujours la possibilité de mettre leur enfant dans un établissement scolaire ou dans une école, ou maintenir l'enseignement à distance. Ce choix est donné aux parents. Je vous rappelle que la scolarisation n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire. Et alors, pour répondre aussi à votre question, je comprends parfaitement la peur des parents. Mais avec maintenant 2 semaines de fonctionnement, nous avons une quinzaine d'écoles ouvertes à Petit-Bourg et à Goyave. On a 33 collèges ouverts qui, depuis ce matin, reçoivent l'ensemble des niveaux, les 4 niveaux du collège. Mais pas l'ensemble des élèves. Pas l'ensemble des élèves, et ça ne sera pas le cas dans toutes les écoles, ça ne sera pas le cas non plus dans les lycées, pas l'ensemble des élèves. Et donc, je ne comprends pas pourquoi ce qui est possible dans un collège ne le serait pas dans une école ou dans un lycée. Les protocoles, on les a. Sont les mêmes ? Sont différents parce qu'ils sont adaptés à la population. Si vous prenez par exemple le port du masque, il n'est pas obligatoire pour les élèves dans le premier degré. Par contre, dans le second degré, il est obligatoire. Les masques sont fournis par l'Éducation nationale. Nous fournissons les masques aux collégiens, aux lycéens, aux professeurs et au personnel. Alors justement, on a beaucoup parlé des masques en disant qu'il n'y a pas suffisamment de masques. On a même entendu qu'il y a des masques qui arrivent déjà souillés. Enfin, vous savez un petit peu comme moi tout ce qui se dit autour des masques, mais surtout, on a parlé de pénurie de masques. Aujourd'hui, vous dites que c'est un faux problème. Absolument, et je l'ai dit dès le début, parce qu'effectivement, pour moi, s'il n'y avait pas de masques, il ne pouvait pas y avoir de rentrée scolaire. C'était très clair, puisque ça faisait partie du protocole sanitaire. Et je peux vous assurer que nous avons fourni des masques dans tous les lycées, dans tous les collèges, dans toutes les écoles qui ont ouvert, pour accueillir déjà les personnels enseignants, les personnels des collectivités et des communes. Et je peux vous assurer que le nombre de masques que nous avons est extraordinairement élevé. 1 demi-million. Nous avons reçu 1 demi-million de masques à l'Éducation nationale en Guadeloupe. C'est énorme pour peu d'élèves qui retournent dans nos établissements scolaires. Donc tout est fait pour rassurer. Nous nous retrouvons d'ici quelques instants, juste après une courte pause. Personnalité. Voilà, donc nous revenons avec vous au sein de cette émission. Je vous rappelle que nous avons sur ce plateau le recteur de région académique Mostafa Fourard. Maintenant, donc, nous étions sur un sujet fort intéressant, le positionnement des maires face à l'ouverture ou pas des écoles. Alors aujourd'hui, vous dites que c'est une obligation. Vous avez interpellé tous les maires, donc toutes les écoles seront ouvertes. Mais
ne pouvant recevoir tous les élèves. Alors, quelle est votre vision des choses? Alors, on parle d'élèves prioritaires. Alors, comment ça va se passer? Alors, pour le premier degré, il y a eu des choix bien identifiés. Les choix ont été faits. Voilà. Pour les collèges, dans un premier temps, on a commencé par 2 niveaux. Maintenant, depuis ce matin, on a 6e, 5e, 3e, 4e qui sont accueillis. Et puis, au niveau des lycées, on n'a pas beaucoup de temps. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'école après le coronavirus ne ressemblera pas à l'école avant le coronavirus. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, Plus du tout. À mon avis, plus du tout. Pourquoi? Soit le virus est encore là, il va falloir travailler en tenant compte du virus au mois de septembre, soit il n'est plus là, et il va falloir tirer les conclusions et les conséquences de ce qui s'est passé pendant le confinement et après, en travaillant autrement. Pas plus tard que la semaine dernière, par exemple, j'ai assisté à une expérimentation en Guadeloupe. Il faut être fier aussi de ce que nous faisons en Guadeloupe en termes d'expérimentation. J'ai assisté à un cours de géographie assuré par une professeure avec des élèves en présentiel et des élèves en distanciel. Et c'était super de voir cette expérimentation se dérouler sous nos yeux, parce que c'est l'école du futur, peut-être, hein, avec des élèves qui étaient très concentrés à la fois en présentiel et en distanciel. Une professeure qui gère sa classe en tenant compte de ses contraintes, c'est pas l'idéal, mais en tout cas, techniquement, on peut répondre au nombre d'élèves par classe. Ça veut dire qu'on peut alléger les effectifs dans une classe, les autres, ils peuvent rester chez eux, et ça peut tourner. Ce ne sont pas forcément les mêmes qui doivent rester chez eux tout le temps. Voilà une expérimentation, il y en a d'autres qui peuvent nous servir pour la rentrée. Encore une fois, soit le virus est toujours là et il va falloir s'adapter, soit il n'est plus là et on tirera toutes les conclusions. Je vais mettre en place une équipe qui va travailler sur un bilan de ce qui a été fait pendant le confinement et après le confinement. Donc nous avons besoin de ce retour de nos élèves dans les établissements scolaires pour expérimenter, voir ce qui est possible de faire, parce que, encore une fois, nous ne savons pas dans quelles conditions nous nous trouverons au mois de septembre. Par contre, ce qui nous est assuré aujourd'hui, c'est que nous sommes en zone verte et que le virus ne circule pas. Quand je vois par exemple jusqu'à la semaine dernière les zones rouges en métropole où des maires, des présidents de départements demandaient l'ouverture des écoles et des collèges, je me dis nous n'avons pas nous plus de raisons de refuser le retour de nos élèves, surtout dans un contexte, je vous rappelle que notre académie a connu des mouvements sociaux qui ont abouti sur le blocage des établissements scolaires pendant un certain temps. Nous avons cette problématique de coupure d'eau qui n'est pas liée au Covid, mais qui existe depuis longtemps et qui prive nos élèves chaque année de 2 semaines, l'équivalent de 2 semaines des cours par an. C'est énorme, c'est énorme. Donc c'est pour ça qu'il fallait absolument revenir sur le terrain avec des professeurs qui sont motivés, qui sont, bien évidemment, qui avaient de l'appréhension. Mais il faut lutter contre cette appréhension, comme celle des parents. D'ailleurs, moi, j'invite les parents qui se posent des questions à se faire leur propre idée en allant voir le directeur de l'école de leur enfant, le proviseur ou le principal de l'établissement de leur enfant. Ils peuvent aller voir comment ça se passe avec les élèves actuellement et comment le protocole sanitaire est mis en place, comment la pédagogie est organisée, et puis chacun peut se faire sa propre idée. Vous vous adressez avant toute chose aux parents ayant des enfants en difficulté? Je pense sincèrement que la priorité est pour eux, et ce que l'on constate, ce que ce n'est pas ces élèves-là qui retournent dans nos établissements scolaires. Pourquoi? Tout simplement parce que les élèves qui sont... Parce que les parents ne s'en occupent pas. C'est pas qu'ils ne s'en occupent pas, c'est qu'ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas confiance. Il faut qu'ils gagnent cette confiance. C'est à nous
les convaincre, c'est à nous d'atténuer leurs craintes, de les rassurer. C'est pour ça que je veux qu'ils viennent dans les établissements pour voir. Ils peuvent venir sans leurs enfants, ils viennent juste voir, même de l'extérieur, le matin, par curiosité, ils viennent voir comment ça se passe. Et ils se font leur propre idée. Ils ont des contacts avec les professeurs, ils ont des contacts avec les chefs d'établissement. Il ne faut pas céder au discours ambiant, mais aller se faire sa propre. Nous sommes dans un pays où l'information circule, donc on peut se renseigner. Mais vous savez, les gens sont méfiants, et comme vous l'avez dit en début d'émission, il y a eu tout qui a circulé, des fois n'importe quoi aussi qui circulait. Il y a eu cette méfiance-là aussi, parce que les gens ont eu le sentiment qu'il y avait des non-dits, les gens ont eu le sentiment aussi qu'ils n'étaient pas dans une situation où ils pouvaient réellement faire comme avant. Alors aujourd'hui, vous dites, il faut que les parents soient en confiance. Mais que pouvez-vous dire aux parents, au-delà de venir, de regarder comment ça se passe, pour les rassurer? Est-ce que aussi cet aspect 1 mois et demi, est-ce que ça suffit pour inverser la tendance? Certains parents disent, moi, en 1 mois et demi, je ne vois pas ce que ça peut changer pour mon enfant. Donc j'attendrai septembre, peut-être que j'aurai plus de recul par rapport à ce virus. Que répondre à cela? Alors, chaque jour où l'enfant peut être en contact de ses professeurs, de contact de ses camarades, est un jour bénéfique pour l'élève. D'abord, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas simplement une approche pédagogique que nous sommes en train de développer. Il y a certains élèves qui ont un besoin de retourner dans leur établissement. Vous savez que les violences intrafamiliales ont augmenté de près de 30%. Certains élèves se trouvent en danger. Il faut qu'on arrive à les récupérer. Pour d'autres, ils ont besoin de sociabilisation. On évolue, on grandit, on apprend, on contacte des autres, on interagissant avec les autres. Certes, de manière différente, mais au moins, il y a une présence avec d'autres adultes, avec d'autres enfants et des échanges. Même avec un masque, il y a des échanges qui se font avec le regard. Les rires, on les entend. Je peux vous assurer que même des enfants qui rigolent, on le voit à leurs yeux. Donc, c'est très important pour ces élèves de retrouver ce contact avec leurs professeurs et leurs camarades. Même si ce n'est pas un cours tous les jours, matin et après-midi, un contact avec leurs professeurs pour échanger sur les programmes, sur la préparation de la rentrée prochaine, sur leur orientation, c'est très important. Je ne peux pas croire qu'un enfant n'est pas en danger quand il va à la plage sans masque, quand il va jouer au ballon sans masque, quand il va au supermarché, il ne craint rien, mais par contre, quand il va à l'école, quand il va au collège, quand il va au lycée, attention, danger. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les enfants qui ne sont pas à l'école sont à la plage? Pas tous, mais vous les avez vus aussi. Vous êtes allé très probablement ce week-end, ce long week-end, vous avez fait des rivières, vous avez vu des familles, vous avez vu du monde. Pas les rivières, pas vous forcément. avez fait peut-être des plages. En tout cas, moi, j'ai vu du monde dans la rue, j'ai vu du monde et je peux vous assurer qu'à l'école, au collège et au lycée, les consignes de sécurité sont strictement respectées. Au lycée et au collège, les élèves vont porter des masques, ils vont pouvoir se laver les mains avec du gel hydroalcoolique assez régulièrement dans la journée, ils vont apprendre les gestes barrières. Je pense que c'est de nature à rassurer les parents de savoir que leur enfant est encadré et en plus, il apprend, il progresse. Vous savez, l'apprentissage, il est progressif. Il ne faut pas qu'il arrive avec une forte dose, mais il faut qu'il soit étalé. Alors quand j'entends dire qu'un mois ne sert à rien, mois et demi, mois et demi ça sert à rien, mais qu'est-ce qui va servir au mois de septembre? Et si on a encore des empêchements de reprendre le chemin de l'école, ça ne sera pas 1 mois et demi, ça sera des mois. Et il faut intégrer aussi le blocage des écoles, des collèges et des lycées. Et donc, le total, ça fait 5 mois, ce n'est pas 1 mois et demi. Et un élève qui n'est pas en contact avec son professeur pendant 5 mois, c'est un élève qui peut perdre le sens de la scolarisation, le sens de ce que lui apporte l'école. Vous savez, on parle de la crise sanitaire, mais on oublie la crise économique qui va venir. Et cette crise économique,
ce sont nos jeunes qui vont la vivre dans les années à venir. Et donc nous devons les préparer le mieux possible pour affronter cette crise aussi qu'il va falloir gérer et à laquelle il va falloir faire face. Nous avons ce devoir vis-à-vis de nos jeunes. Et s'il y a un risque à prendre, nous devons le prendre, mais il faut qu'il soit mesuré. Leur santé doit être protégée. Et je l'ai dit depuis le début, il n'y a rien qui rend incompatible le devoir de protection de nos élèves et de nos personnels et le droit à l'éducation pour nos jeunes. Il n'y a rien. Donc vous dites veiller à tous pour que les élèves soient en sécurité, pour que les choses se passent bien. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, la première chose qui est faite quand on arrive dans un établissement, que ce soit pour la pré-rentrée des professeurs, que ce soit pour la rentrée des élèves, c'est l'apprentissage des gestes barrières. C'est le respect de la distanciation physique. Ce sont des choses qu'on apprend, se laver les mains, mettre un masque, ce sont des choses qu'on apprend dès le premier jour. Donc les élèves intègrent très très facilement ces contraintes, malheureusement, avec lesquelles il faut vivre pour un certain temps, mais ils arrivent à progresser, à travailler. Nous partons déjà du côté du téléphone avec un appel et puis nous reviendrons parce que la préoccupation aussi des élèves, ce sont les examens. Alors, qu'est-ce qui va réellement se passer et est-ce qu'on peut se dire que les examens seront plus faciles cette année? Est-ce qu'on peut dire, comme j'ai entendu, que ça sera des examens bradés, en fait tout le monde l'aura, etc., etc. Alors que dites-vous à cela? Non, rien ne sera bradé. Simplement, il faut prendre en considération le contexte. Et le contexte, nous le connaissons, à savoir le 3e trimestre qui a été pratiquement perturbé, même s'il y a eu l'enseignement à distance, comme je vous l'ai expliqué, il n'était pas équitable, il n'était pas le même pour tout le monde. Donc les élèves ne se trouvaient pas tous dans la même situation. À partir de là, le ministre n'a pas souhaité tenir compte des notes du 3e trimestre. Donc les 2 premiers trimestres sont déterminants pour ces examens. Vous savez que l'oral du français n'a pas été, il a été annulé, tout simplement parce que le ministre a eu des échanges avec les représentants des personnels enseignants, des représentants de parents d'élèves, des représentants des élèves eux-mêmes, qui ont insisté sur le fait que les conditions de préparation de cet oral, qui est très important dans l'imaginaire collectif pour tous ceux qui ont eu à passer le baccalauréat ou des enfants qui l'ont passé. Et donc, il fallait absolument respecter cette règle d'équité et donc, il est annulé. Cela n'empêche pas les proviseurs, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut réouvrir les lycées par petits groupes. Il n'est pas question d'avoir des lycées avec tous les élèves. Mais là, en l'occurrence, par exemple, pour les élèves de première, rien n'empêche d'organiser des stages de préparation à l'oral. Même s'il n'y a pas une sanction en termes d'examen au bout, c'est une préparation pour l'orientation, c'est une préparation pour l'avenir. Il ne faut pas oublier que ces élèves seront amenés à faire des exposés de stages, de projets et d'autres. Et donc, il faut qu'ils apprennent à faire des présentations orales. Il y aura de la bienveillance dans les évaluations qui vont se faire à la fois pour le brevet. Rappelez-vous de la bienveillance. Ça veut dire qu'en fait, pour le brevet, comme pour le baccalauréat, il y aura des jurys qui vont se réunir, qui vont prendre en considération les notes, les livrets scolaires, mais ils vont prendre aussi en considération l'assiduité. Parce que les élèves qui se sont donnés pendant cette période de confinement, qui ont travaillé de manière acharnée, qui ont montré de la motivation, il va falloir en tenir compte, ne serait-ce que par rapport aux mentions ou encore par rapport aux notes, par rapport aux commentaires que peuvent faire leurs professeurs sur ces bulletins scolaires. Oui. Nous partons du côté du téléphone et puis nous reviendrons sur cet aspect d'ici quelques instants. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir, directeur. Bonsoir. Voilà, je vous en parle de rapidement. Mais par rapport aux enfants qui sont inscrits, normalement, dans les
collège, démocratie au collège Beauvais. Il y a 10 enfants dans le collège, dans la classe. Donc je me demande, est-ce que les autres qui vont entrer, où est-ce qu'ils vont s'asseoir dans la classe? Parce que dans la classe, ils sont 20 au départ, maintenant ils sont 12. Donc si les 11 autres rentrent, je me pose la question, où vous allez les mettre dans l'école? C'est la question que je me pose. Je veux bien avoir à l'école, mais je me pose la question, où est-ce qu'ils vont s'asseoir dans l'école? Parce qu'il y a une question de sécurité à respecter. Et qui est de 1 mètre. Merci, monsieur. Merci. Voilà la question. Merci pour votre question qui va me permettre de développer un autre point que nous n'avons pas évoqué encore, à savoir que d'abord le protocole sanitaire sera appliqué au mois de juin comme il a été appliqué depuis ces dernières semaines. Donc il n'est pas allégé. Ça veut dire que dans un collège, les effectifs, de toute façon au maximum, ils ne peuvent pas dépasser 15 élèves par classe. Nous en sommes beaucoup moins. Aujourd'hui, on a des faibles effectifs. Et justement, pour éviter qu'il y ait un retour de tous les élèves en classe et qu'on puisse pas respecter cette distanciation physique, nous proposons aux collectivités d'organiser des activités on va dire rapidement périscolaires, autour du sport, de la santé, du civisme et de l'éducation civique et de la culture. Je cherchais le deuxième C, et de la culture. Donc il y aurait une proposition avec les communes, d'ailleurs j'en ai parlé déjà avec les 2 communes qui ont déjà ouvert leurs écoles, qui sont d'accord, et donc vous voyez, même si une classe entière revient, la moitié serait dans la classe physiquement, et l'autre moitié serait en activité donc culturelle, sportive et éducation civique. Et bien sûr interchangeables. Donc, et en plus, je dois préciser que ces activités organisées en collaboration avec les collectivités seraient financées par l'État. Donc, avec des animateurs de la collectivité, avec des associations guadeloupéennes, mais c'est l'Éducation nationale qui prendra en charge le financement. Un engagement est clair, monsieur, oui. Il y aura la distance physique qui sera assurée parce que les effectifs au maximum dans une classe seront de 15, et je vous rappelle que dans l'éducation prioritaire où nous avons le dédoublement de classes, ces effectifs ne dépassent pas 12. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que les collectivités seront d'accord pour jouer le jeu et pourront être réactives par rapport à cela? Ben écoutez, moi je ne peux pas croire que l'éducation n'est plus une priorité sur ce territoire. Depuis 2 ans et demi que je suis dans cette académie, j'ai eu l'occasion d'échanger avec les uns et les autres. J'ai eu l'occasion de faire des inaugurations avec les uns et les autres. J'ai entendu des propos très rassurants, des engagements très forts en matière éducative. Quand j'entends dire que, en citant Juminaire, que l'école est la terre des sans-terre, je ne connaissais pas cette expression avant. Mais mettons-la en application. Il suffit pas simplement de rester au niveau du discours, il faut que la priorité soit effectivement l'éducation, parce qu'un pays qui ne met pas l'éducation en priorité, c'est un pays qui risque de ne pas se relever. Moi je crois à l'éducation, je suis le produit de l'éducation, je viens d'un pays où l'éducation n'était pas donnée à tout le monde, et je me suis battu pour apprendre et pour m'en sortir, et toute ma vie je me suis donné à l'éducation et je continuerai de le faire, et je pense que la cause de l'éducation sur le territoire de la Guadeloupe doit être défendue, pas simplement par un recteur ou par un représentant de l'État, elle doit être défendue par des élus, elle doit être défendue par des personnalités morales guadeloupéennes, parce que je pense que l'avenir a toujours été l'éducation. Même en temps de crise, même avec le chômage, vaut mieux avoir des qualifications, parce que les statistiques montrent toujours que ceux qui ont des diplômes, que ceux qui ont été à l'école s'en sortent mieux en moyenne que les autres. Nous repartons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô? Oui, allez-y, monsieur. Allô? Allô? Oui, nous vous écoutons, monsieur.
Bon, alors, c'était pour demander à ce monsieur pourquoi que la femme ne respecte pas le pays respiré dedans. Pourquoi, Parce que pardon? la majorité des gens ne voulaient pas qu'on ouvre l'école. Vous ouvrez l'école, vous le fermez le mois prochain. Pourquoi voulez-vous insister pour ouvrir l'école? Est-ce que c'est votre autorité ou vous ne respectez pas le pays? Monsieur, est-ce que vous avez des enfants? Monsieur, est-ce que vous avez des enfants en âge d'aller à l'école? Malheureusement, ce monsieur a raccroché, mais vous pouvez répondre. J'aurais bien aimé savoir, est-ce qu'il a des enfants en âge d'aller à l'école? Encore une fois, je peux comprendre qu'un parent dise, moi, j'emmène pas mon enfant à l'école. Hier, je longeais la plage de Sainte-Anne. Deux parents avec leur fille m'ont reconnu, on a échangé aimablement et le père m'a dit effectivement que lui n'a pas l'intention de ramener sa fille au collège. Et on a échangé. Ce n'est pas une obligation pour les parents. Mais par contre, ce que je ne peux pas comprendre, c'est un parent qui veut empêcher l'autre de pouvoir le faire. C'est quelque chose qui m'échappe. Donc, en fait, on n'oblige personne à le faire. Mais par contre, nous avons l'obligation, nous avons le devoir de permettre aux parents qui font le choix de scolariser leurs enfants de pouvoir le faire. C'est ça notre engagement. Mais vous ne me verrez pas obliger quelqu'un de ramener son enfant. Mais je me fais un devoir de remplir les conditions pour que cet enfant soit accueilli dans des conditions sanitaires justes et dans des conditions pédagogiques profitables. Oui. Donc il y a quand même un vrai enjeu d'ouverture quand même des écoles. Vous avez pesé le pour et le contre et pour faire. Maintenant, alors il y a une autre question concernant les étudiants de l'université des Antilles. Est-ce qu'on peut dire que cette année, c'est une année, on va dire, qui est perdue pour ces étudiants? J'espère que non. J'espère que non. C'est encore plus compliqué pour les étudiants. Ouais. Pour certains, parce que là, nos élèves, ils dépendent de leurs parents, et pour certains, malheureusement, ils n'ont pas de revenus. Pour certains, ils comptaient travailler cet été pour pouvoir financer leurs études. Et compte tenu des peu d'emplois, notamment dans le tourisme, dans la restauration, ça sera très difficile. Je sais que l'université avec le président Janqui ont travaillé pour assurer la continuité pédagogique. L'avantage avec les étudiants, c'est qu'ils sont autonomes. Ils ont appris à être autonomes depuis leur arrivée à l'université. Mais ce n'est pas ça qui m'inquiète pour eux. Ce qui m'inquiète, c'est l'absence de perspective, c'est se poser des questions sur l'avenir, de ne pas être en contact avec leurs camarades, avec leurs professeurs, mais le choix a été fait par le gouvernement de mettre la rentrée au mois de septembre, mais j'espère qu'entre eux, ils échangent et qu'aucun étudiant n'est isolé. C'est très important de rester en lien avec ses camarades et les réseaux aujourd'hui sociaux et tous les moyens de communication permettent de garder ce contact. Mais c'est vrai que c'est un sujet de préoccupation. Alors pour ceux qui devaient passer les examens, on va dire que c'est plus ou moins compromis. Non, parce que les examens seront organisés quand même par les professeurs. C'est des modalités complètement différentes. Heureusement qu'il y a une continuité. Donc, ce n'est pas le redoublement pour les étudiants. Il y aura des examens qui sont organisés, pas en présentiel. Les modalités diffèrent d'une université à l'autre, d'un département à l'autre, mais la continuité pédagogique est également assurée au niveau de l'université. Là aussi, on peut dire plus de souplesse au niveau des corrections, etc., une prise en compte de ce que je disais tout à l'heure, la bienveillance. Il faut qu'on ait de la bienveillance vis-à-vis de nos élèves, de nos jeunes, de nous-mêmes. Parce qu'on voit bien quelquefois qu'on n'est même pas bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes. Donc il faut qu'on lâche prise et qu'on ait un peu confiance.
Alors maintenant, nous parlons des conditions de la rentrée prochaine, de septembre, puisque beaucoup se projettent déjà sur la rentrée de septembre. Alors, on peut imaginer un scénario, on va dire, plus ou moins catastrophe, en se disant que le virus il revient, ou il continue, et il y a un accroissement peut-être de cas positifs ici en Guadeloupe. Donc la crise est à son paroxysme. Comment ça va se passer, la rentrée, selon vous, s'il y a une dégradation de la situation? Difficile de vous répondre. Clairement, je ne l'espère pas. J'espère que les choses vont bouger, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la courbe des contaminations est en train de baisser partout dans le monde, sauf du côté de l'Amérique, l'Amérique latine. Oui. Nous sommes concernés par la Guyane, qui on connaît bien sûr avec la frontière avec le Brésil. Le Brésil. Mais c'est pour cela, encore une fois, il est très important de faire ce que nous sommes en train de faire. C'est parce que nous pouvons expérimenter. On ne va pas attendre qu'on nous écrive ce qu'il faut faire au mois de septembre, mais en partant de l'expérience que nous menons aujourd'hui, de nous organiser pour la rentrée. Vous avez évoqué le virus, mais il y a d'autres sources d'inquiétude. Vous avez vu que du côté américain, enfin du centre d'études des ouragans, on nous prédit une situation compliquée pour cette année. Nous sommes sur un territoire malheureusement qui peut connaître pas mal d'aléas climatiques, et on risque d'avoir encore des ruptures de scolarité pour nos jeunes. C'est pour cela qu'il faut qu'on mette en place des protocoles de continuité pédagogique systématiquement à déclencher en cas de crise. Même si c'est pour, quand on dit 1 mois et demi, même si c'est pour 3 jours, on mettra pour 3 jours de la continuité pédagogique à partir du mois de septembre. D'accord, donc il faut commencer d'ores et déjà à se préparer pour le mois de septembre. Il faut qu'on se prépare à tout, et je vous ai dit que je mettrai en place un groupe de travail pour évaluer tout ce qui a été mis en place. Nous le ferons, nous en tirerons toutes les conclusions, et puis il y aura des orientations bien évidemment ministérielles. Vous savez qu'il y a toujours une circulaire de rentrée qui est préparée par le ministre à destination de tous les acteurs de l'éducation. Nous l'aurons très probablement début juillet. Elle nous permettra d'avoir notre feuille de route avec une adaptation locale. Votre discours ne changera pas d'ici quelques semaines, d'ici quelques jours. Vous aurez toujours le même. Vous dites il faut absolument que les enfants reviennent à l'école. C'est essentiel, c'est important. Avec les conditions sanitaires actuelles, c'est-à-dire si on est toujours en vert, si on n'a pas de cluster, si on n'a pas de zone d'infection, pour parler français, bien évidemment, s'il y a des cas, on fermera aussi rapidement que nous l'avons fait. Rappelez-vous, notre réaction a été la fermeture, elle a été du jour au lendemain. Donc je ne vois pas pourquoi, qu'est-ce qui nous empêcherait de le faire si la situation se dégrade. Mais soyons heureux, soyons... enfin moi je ne comprends pas, le confinement, c'est pas fait pour durer. Il fallait bien sortir du confinement. Difficile d'être heureux quand même. Soyons heureux de pouvoir s'en sortir, parce que ceux qui sont tombés malades, ceux qui ont perdu des proches, bien évidemment pour eux c'était très difficile. Rappelez-vous, quand on est rentré dans le confinement, on était très très malheureux. Donc profitons un tout petit peu, comme on le fait, de profiter de la vie, de profiter de la nature. Profitons de cette période, de cette accalmie, pour que nos élèves reprennent contact avec leur établissement scolaire, pour peu que ça dure. De toute façon, au mois de juillet, août, il y a encore 2 mois sur lesquels il va falloir aussi réfléchir en termes de dispositifs écoles ouvertes pour pouvoir aider les élèves décrocheurs et essayer de préparer encore mieux la rentrée au mois de septembre. Merci d'être venu sur ce plateau. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir pour faire un point sur la situation et surtout aborder peut-être de manière plus explicite cette prochaine rentrée de septembre. Merci à vous et merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc demain avec un autre invité qui sera un invité politique. Excellente soirée à tous.